Bonjour à tous et bienvenue donc, dans ces rencontres, 4e édition de la chaire Technology for Change. C'est une première, une table ronde sur le design, donc nous sommes très fiers d'introduire ce sujet. Et je voulais vous remercier à tous les 4 d'avoir accepté très rapidement et spontanément de participer à cette table ronde. Donc pour ce sujet, entre tech et éthique, qui tient la boussole? On va questionner le rôle des designers, qui sont bien sûr ceux qui incarnent les différentes compétences et pratiques du monde du design, mais aussi des non-designers, parce qu'aujourd'hui, les non-designers utilisent aussi ces différentes méthodologies. Pour parler de ça, nous avons 4 personnes qui viennent et du monde académique, mais aussi des professionnels, des designers, des non-designers. On a essayé d'explorer vraiment ce sujet dans toute la complexité. Donc au niveau de ce sujet, on va questionner justement, aujourd'hui on parle de plus en plus d'éthique, de durabilité dans des projets d'innovation, notamment des projets d'innovation technologique et numérique. Se pose une question, comment est-ce qu'on arrive à faire que tout ça marche ensemble? Comment on arrive à concilier des enjeux d'innovation techno avec des enjeux de durabilité? Cette durabilité, elle peut être aussi bien sociale, durable, mais aussi économique, hein, ne soyons pas naïfs. Comment on arrive à concilier tout cela? Comment on arrive parfois aussi malheureusement à faire des arbitrages? Une situation parfaite n'existe pas. Et donc on va questionner le rôle notamment des designers là-dedans. Donc pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Brigitte Borja de Mozota, maîtresse de conférence HDR, chercheuse en design management. Alors pour la petite histoire, Brigitte, je vous fais peut-être une confidence, mais suite à vos travaux de thèse dans les années 90 sur le design management, il faut savoir que Brigitte a ouvert la voie. Si je peux me permettre, vous êtes notre papesse en design management, et c'est vous qui avez mis un vrai coup de pied pour lancer les sciences du design en France, donc je vous remercie. Et votre livre emblématique a été le premier que j'ai lu quand j'avais commencé ma thèse. Vous êtes aussi créatrice de l'agence Désignance, donc qui aide notamment les praticiens à réfléchir à tout cela. Nous avons ensuite Josserand Ducroux, designer, directeur conseil design et innovation d'Octotechnologie. Donc là, on va avoir le regard d'un praticien, comment avec tous les projets que vous accompagnez, en fait, comment ces enjeux d'éthique se posent dans les projets techno. Et puis en fait, vos designers, votre tribu de designers, comment ils font pour s'y prendre au quotidien. De manière complémentaire, Kitri Lamoury, Kitri Lamoury qui est lead innovation durable chez Orange, en charge de l'accélération et de la transformation du groupe. Avec Kitri, nous avons l'occasion de travailler notamment sur un projet de recherche-action où nous mobilisons du design, des designers, mais aussi pour repenser comment dans les business models durables, on peut re-questionner les projets technologiques. Donc merci Kitri. Et enfin, Carl Pinault, qui est donc enseignant-chercheur et directeur du Media Design Lab de l'école de design de Nantes Atlantique et cofondateur de l'association Designers d'éthique qui vise à questionner la notion d'éthique, mais aussi de responsabilité numérique. Donc merci à tous les 4. Et Carl, c'est à vous que j'ai envie de donner la parole en premier, parce que dans ce titre, donc Tech et éthique, qui tient la boussole? Peut-être repartons de la base. Quand on parle d'éthique, on parle de quoi? Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, si on parle de responsabilité numérique, d'éthique numérique, il faut peut-être commencer par redéfinir un petit peu les termes. Le terme éthique est extrêmement mobilisé dans le monde de la tech depuis une bonne grosse dizaine d'années au moins. Et souvent, il l'est pour dire ce qu'on fait de bien. Ce qui est un mésusage du terme éthique, puisque quand on parle d'éthique, on ne parle pas de ce qui est bien fait, on parle de ce qu'on aimerait faire mieux. Et ça, c'est déjà, je pense, quelque chose qui est extrêmement important d'avoir en tête. Il n'y a pas de personnes qui sont éthiques par rapport à des personnes qui ne seraient pas éthiques. Il y a des approches de l'éthique qui visent à essayer de produire du mieux dans l'industrie du numérique. Effectivement, Mélissa, vous le disiez, le terme éthique, il est extrêmement souvent associé au terme de responsabilité. On parle beaucoup de numérique responsable. Il y a d'ailleurs un institut du numérique responsable que vous connaissez peut-être certains ou certaines parmi vous. Et là encore, le terme responsabilité, il est utilisé parce que, en fait, si on en revient à l'origine du terme, la responsabilité, si on prend par exemple votre assurance de responsabilité civile, ce que ça désigne, c'est que si vous faites tomber quelqu'un dans la rue, vous allez devoir réparer les dommages que vous causez à cette personne. Autrement dit, il y a votre assurance qui va payer pour ça. Et donc la responsabilité, c'est prévenir les dommages qu'on va causer à autrui ou c'est réparer ces dommages. Et finalement,
quand on parle de numérique responsable ou d'éthique numérique, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le numérique produit des dommages et qu'il va falloir faire mieux aujourd'hui et demain pour réparer ces dommages. Alors pourquoi on dit ça? Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on est entré dans les années 2010, pour le dire comme ça, on est entré dans ce que moi j'appelle souvent la décennie de la déchéance du numérique. Pourquoi? Parce qu'en 2012, peut-être vous vous en souvenez, on a eu Edward Snowden qui a révélé le projet PRISM de la NSA qui montrait à quel point nous étions toutes et tous sur écoute. En 2018, on a eu Cambridge Analytica qui montrait comment est-ce qu'on pouvait utiliser la publicité sur des médias sociaux pour de la propagande politique. En 2021, si je ne me trompe pas, il y a eu Facebook Files qui nous montrait comment est-ce que Facebook concevait les fils d'actualité de Instagram, par exemple, pour, en tout cas, favoriser le suicide des jeunes filles et ignorait cette problématique. Bref, au cours des années 2010 et puis ensuite des années 2020, on a eu tout un tas d'affaires qui ont fait la une de l'actualité de façon extrêmement répétitive et qui nous ont montré que le numérique, contrairement à l'image qu'on en avait depuis peut-être les années 60, depuis qu'émergeaient les technologies numériques, c'était pas seulement quelque chose de positif pour nos sociétés, mais que ça allait aussi avec tout un tas de contreparties beaucoup plus néfastes et qu'il allait falloir se saisir de ces problématiques-là. Et en l'occurrence, quand ces problématiques sont apparues, on a cherché des termes pour englober tous ces effets néfastes du numérique, et les termes qui sont apparus, c'est les termes éthique et les termes responsabilité. Pour autant, ces termes-là, ils sont extrêmement génériques. On ne peut pas se satisfaire de ces termes si on veut rentrer dans le détail, si on veut rentrer dans concrètement les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire demain pour améliorer la situation. Si on parle juste d'éthique et de responsabilité, ça ne va clairement pas être suffisant parce qu'en fait, on est dans l'abstrait, on est dans les discussions théoriques. Effectivement, pour des enseignants-chercheurs comme moi, c'est bien. Mais si on veut tangibiliser les choses, il va falloir rentrer dans plus de concret. En l'occurrence, la responsabilité ou l'éthique numérique, on peut la situer sous 3 grandes facettes, que vont être les facettes environnementales, sociales, et puis la facette des individus. La facette environnementale, c'est une facette qu'on a toutes et tous en tête, je pense. Aujourd'hui, le numérique, c'est à peu près 5 à 6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur dont la croissance des émissions de gaz à effet de serre est à peu près de 8% par an. Autrement dit, c'est dans les années à venir l'un des premiers enjeux de pollution ou l'un des premiers impacts environnementaux qu'on va avoir au sein de nos sociétés, qui est en train de dépasser assez largement tout plein de facettes de nos sociétés. L'IA, de ce point de vue-là, est évidemment un sujet majeur. Donc on a en premier lieu cette question environnementale, mais c'est évidemment pas la seule question. On a ensuite toute la problématique sociale du numérique qui est extrêmement importante. Je le disais, Cambridge Analytica nous a montré à quel point le numérique pouvait avoir un impact sur la politisation, la démocratie, sur les comportements démocratiques de nos sociétés. Mais on peut aller bien au-delà des enjeux démocratiques de nos sociétés. Quand on parle d'aspects sociaux, on parle aussi souvent des impacts géopolitiques du numérique. Et là, à ce titre, à mon sens, il y a une situation qui est bien trop méconnue de la part de celles et ceux qui font le numérique au quotidien, qui est ce qui se passe en République démocratique du Congo. En RDC, depuis maintenant quasiment 30 ans, il y a des guerres incessantes dans la partie est du pays qui sont liées à une instabilité politique majeure de cette zone-là. A priori, on peut se dire quel est le rapport avec le numérique. Le rapport avec le numérique, c'est que dans cette région du monde, on trouve un très grand nombre de mines qui permettent d'extraire les ressources, les fameux minerais rares que l'on va trouver dans ceci, c'est-à-dire nos téléphones portables, nos ordinateurs, les caméras qui nous filment, les micros que j'utilise, etc. Tous ces minerais rares, le coltan, le manganèse, etc., en fait, aujourd'hui, la RDC est l'un des principaux pays qui extrait ces matières-là, et on estime que depuis ces 30 dernières années, dans l'est du pays, là où se situent ces mines, il y a eu environ, à minima, 6 millions de morts des guerres qui ont lieu dans ce pays. Donc ça donne directement la nature des impacts négatifs que produit aujourd'hui le numérique. Ces minerais, ils sont donc extraits par des bandes armées qui prennent la main sur les mines de cette région du monde. Peut-être que vous avez entendu parler dans les médias ces derniers mois du groupe M23 qui a commis un certain nombre de massacres dans cette région du monde. Ils sont donc pris en RDC, ils sont sortis par le Rwanda, ils sont envoyés en Chine et ils sont réintégrés dans les filières
de production de nos terminaux numériques, ceux qu'on utilise au quotidien avec nous. Au-delà de ces impacts sociaux, le numérique, c'est aussi tout un lot d'impacts sur les individus. Il y a des éléments qui sont très connus, par exemple l'accessibilité, par exemple la protection de nos données personnelles. Il y a des éléments qui sont peut-être un peu moins connus, par exemple la façon dont le numérique va impacter notre libre arbitre, comment est-ce qu'on va modifier nos choix de consommation, nos choix de vote, si on en revient à la question des libertés démocratiques. Bref, sous toutes ces facettes-là, le numérique produit tout un tas d'externalités négatives sur nos sociétés, sur les individus et sur l'environnement. Et donc, la grande question derrière ça, et un petit peu la question aussi de cette table ronde, c'est en quoi est-ce que c'est un problème de design et pourquoi est-ce qu'il y a des designers qui s'intéressent à ces problématiques-là. Alors, il y a plein de réponses à cette question et je pense que la table ronde est là en partie pour y répondre. Peut-être pour en donner une première, souvent on sous-estime la place du design dans les organisations et dans les entreprises. Et en l'occurrence, quand on conçoit des services numériques, le design est souvent la grande discipline qui est la première à avoir un rôle dans l'impact environnemental, social, la RSE, des produits numériques qu'on conçoit au quotidien. Si je prends un exemple sur la question de l'impact environnemental du numérique, aujourd'hui, vous voyez peut-être vous-même ou vos enfants, vos proches, de plus en plus de personnes qui vont, au lieu d'écouter de la musique sur Spotify, qui vont regarder des clips vidéo sur YouTube et qui vont consommer de la musique à travers le média vidéo. Ça, d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, pourquoi ? Parce qu'on double un flux audio avec un flux vidéo, alors que le flux vidéo, il est carrément plus consommateur de données que le flux audio, et donc on va massifier les besoins en ressources pour faire une action qui avant nécessitait beaucoup moins. Et l'idée de concevoir des applications qui utilisent la vidéo au lieu de l'audio pour écouter de la musique, ça, c'est pas une problématique de développeur, c'est pas une problématique de positionnement, c'est une problématique de design. Il y a un designer, des designers, qui se sont posés et qui ont défini que l'usage qui allait être celui de l'application YouTube en termes de typologie de consommation, ça allait être une typologie de consommation de musique à travers de la vidéo. Et ça pose tout un tas de problématiques. Et c'est pour ça que les enjeux éthiques, notamment dans le monde du design et de la tech, sont particulièrement importants. Et je m'arrête peut-être là pour le début. Merci beaucoup. J'aimerais en fait mettre en perspective vos propos avec les deux praticiens qui m'entourent, qui trient justement quand on parle de tous ces enjeux éthiques ou de durabilité, comment un grand groupe comme Orange les intègre dans sa réflexion. Oui, merci Mélissa pour l'invitation. Donc effectivement, pour une entreprise comme Orange, une entreprise telco, évidemment, ces sujets numériques responsables sont hyper importants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Orange a la volonté d'accélérer l'intégration de ces sujets de durabilité, donc de la prise en compte des sujets environnementaux, mais également sociétaux, dans la stratégie. Et donc Orange a mis en place un nouveau modèle d'entreprise qui intègre ces sujets environnementaux et sociétaux dans la stratégie Lead the Future. Et on a également Elisabeth Chungi, qui est notre directrice RSE, qui a également un siège au comité exécutif. Donc ça prouve la volonté d'Orange d'accélérer sur la prise en compte de ces enjeux numériques éthiques. Et est-ce que, du coup, parce qu'il y a la stratégie, il y a les grandes intentions, souvent les grands groupes savent communiquer là-dessus. Oui, est-ce qu'il y a des actions concrètes ou des projets qui matérialisent tout ça ? Oui, typiquement sur les sujets d'IA, d'intelligence artificielle et de gestion de la donnée, c'est une évidence que pour Orange, c'est un gros enjeu, c'est un terrain d'opportunités immense, mais c'est également un grand risque. Et donc forcément, on a besoin de prendre en considération et de mettre des garde-fous dans la mise en application de ces intelligences artificielles. Et donc Orange a décidé de mettre en place un conseil d'éthique de la data qui est composé en fait de personnalités externes, des philosophes, des chercheurs, des scientifiques. Et l'objectif de ce comité, de ce conseil, c'est vraiment d'être consulté et d'accompagner Orange pour la mise en place d'intelligence artificielle responsable et de la gestion des données numériques responsables. Donc ça, c'est le premier exemple.
Et comme deuxième exemple, j'ai choisi effectivement le côté plutôt RH interne. On a formé donc l'ensemble de nos collaborateurs à une formation compliance du numérique éthique, et donc 95% aujourd'hui de nos collaborateurs ont été formés de manière obligatoire en fait à cette formation. Donc c'est un sujet d'acculturation pour 2024, et là en 2025 on a lancé une nouvelle formation qui est plus à un niveau avancé. Donc l'objectif, c'est vraiment que l'ensemble des collaborateurs puissent être au fait pour déployer de nouveaux services demain en utilisant la donnée et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Kitri. Josserand, j'imagine que vous travaillez pour des entreprises comme Orange. Est-ce que c'est ce type de problématique que vous rencontrez, ou est-ce qu'à travers les projets, vous en avez d'autres? Puis, quelles questions aussi ça pose pour les designers qui essaient d'aborder ces enjeux? Alors, merci pour l'invitation. Alors effectivement, il y a plein de sujets qui ont déjà été abordés. La question de la responsabilité du design, et notamment la question entre éthique et design, et tech, pardon, c'est quelque chose que doivent appréhender aujourd'hui les designers. Alors nous, Octo Technologies, donc on est un cabinet qui est spécialisé dans la tech, donc on travaille avec beaucoup de développeurs et de techniciens de la tech d'une manière générale. Et sur la cinquantaine de designers qu'il y a chez Octo, on a formé tous les designers aux pratiques responsables, on va dire, que ce soit à l'accessibilité, que ce soit à l'éco-conception, que ce soit à la protection des données personnelles, pour qu'ils soient plus à même d'appréhender ce type de questions. Ce qu'il faut voir dans un projet numérique, souvent les designers arrivent relativement tôt dans la conception, ils sont en amont de la conception. Donc ils ont, plutôt qu'être la boussole, ils ont la capacité à aiguiller en quelque sorte cette boussole et à faire peser ou permettre à l'équipe de prendre en compte un certain nombre de données. Alors je parle d'équipe, le problème c'est que quand bien même chez Octo, où on arrive à avoir des designers sur quasiment tous les projets, dans beaucoup de projets, il y a peu de designers, voire pas de designers, et du coup, forcément, il y a une partie qui est moins observée ou moins vue. Pendant longtemps, j'ai considéré que nos métiers en tant que designer, notre rôle en tant que designer, on avait une forme de rôle d'éclaireur, à la fois parce qu'on arrivait avant les autres, mais également parce qu'on a cette capacité à éclairer un certain nombre de décisions. Les différentes phases de la méthode, la recherche utilisateur permettent d'apporter quelque chose. Les phases d'idéation et de co-conception aujourd'hui permettent d'apporter d'autres regards. Les phases de prototypage, de test permettent aussi de prendre en compte un certain nombre de choses. Mais pour autant, quand on arrive à la grande table, au moment où les choses se décident, en général, les designers ne sont plus là. Là, il y a quelques années, alors ça a été un peu évoqué notamment par Karl, en 2012, il y a Mike Montero, qui est un designer américain, qui avait fait une conférence à Paris Web dont le titre était « How Designers Destroy the World ». Et justement, il appelait, donc déjà en 2012, les designers à prendre leurs responsabilités et à être les gardiens des produits et services qu'ils mettaient sur le marché. Et il parlait déjà à l'époque des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, en parallèle des enjeux business qu'on connaît tous aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est dans l'assemblée qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que dans tous vos projets, il y a des designers? Et est-ce que ces designers ont les formations nécessaires, les connaissances nécessaires pour appréhender les enjeux auxquels nous sommes confrontés et la question de l'éthique? Merci beaucoup, Josserand. C'est vrai que c'est un point sur lequel on pourra peut-être revenir après, Karl, notamment en tant que... vous êtes dans une école de design. Comment aujourd'hui on forme les designers? Parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir un rôle potentiel, mais ils ne sont pas seuls, déjà ils doivent agir avec les autres, mais aussi est-ce qu'ils sont suffisamment formés aujourd'hui? J'imagine que les cursus ont beaucoup évolué depuis les dernières années. Brigitte, quand on dit que les designers sont là dès le début du projet, mais quand il faut prendre les grandes décisions, ils disparaissent. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les sciences du design sont invisibles, mais qu'elles se sont construites. Et ça sera plutôt quelque chose que j'aborderai plus tard. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que quand on embauche des designers dans une organisation humaine, ce sont des tâches, ce sont des gens qui ont des méthodes,
Mais finalement, chaque fonction de l'organisation est là pour participer à un tout, et ce tout, c'est un mieux. Donc les designers n'ont pas, quelque part, ils ne sont pas seuls sur la responsabilité du mieux. Tout le monde, que la technologie, on nous pose la question de la boussole. La boussole, le mieux, moi je vous la pose. Et finalement, c'est toujours l'humain qui, à la fin, décidera du mieux. Donc notre responsabilité, elle est quasi collective sur le design de la société. Moi, je dis aux mes étudiants en ce moment, vous ne savez pas ce que c'est que le design, vous savez peut-être ce que c'est qu'une chaise, parce qu'il paraît qu'on est des designers de chaises. Ok, très bien. Concevons la chaise de demain. Et finalement, rien qu'avec ça, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la conception, et que c'est ça, la science du design, c'est la science de la conception, les décisions qui sont prises de la conception. Et quand on a de magnifiques écoles et des formations, on peut se poser la question. Et je me suis aperçue, parce qu'on m'a interviewé récemment, et j'arrêtais pas d'avoir un toc, et je disais quelque part, quelque part, quelque part. J'ai réfléchi tout le week-end en me disant que de toute façon j'allais faire la même chose, j'allais dire quelque part à chaque phrase. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être ça la question, c'est quel espace on accepte de nous donner maintenant. Le designer existe, ils sont quelque part. Et où sont-ils? Alors pour répondre à cette question, revenons sur ce que c'est qu'une fonction dans une organisation. Moi je suis professeur en sciences de gestion, mais qui suis tombée dans le design après 15 ans d'expérience avec les designers. Et je parlais avec les designers parce que j'avais 20 ans, que j'étais curieuse. Mais ce n'est pas mes pairs de l'université Paris-Sorbonne, Assas, etc., où j'étais spécialiste de l'économétrie, donc les mathématiques, qui m'avaient donné une seule fois l'idée du mot design. S'il y a des designers qui sont embauchés, ça veut dire que quelque part, on a peut-être un besoin de design. Donc, on peut se poser la question d'abord de pourquoi on a besoin de design. Alors, après 3 et 4 et une dizaine de boucles et 40 ans de recherche, les choses sont assez simples. On a besoin des compétences des designers pour faire une organisation. Un entrepreneur, c'est un concepteur de son organisation. Chaque personne dans l'organisation, finalement, est partenaire de la notion de la conception de l'organisation. Et il faut juste se poser la question du petit truc en plus qu'apportent les sciences du design dans tout ça. Et ce qu'on a prouvé, c'est qu'il y avait une logique de différence quand on dit qu'effectivement, les designers vont s'intéresser à la forme, au détail, à la qualité, qu'ils ont du goût, qu'ils s'intéressent à l'esthétique. Moi, je reviens il y a 2 jours d'avoir visité cette fantastique exposition Louvre Couture, qui est une magnifique exemple de ce qu'un musée historique peut être un mood board pour le futur, avec une juxtaposition des sources d'inspiration des designers, tout ça intégré dans un objet. Donc, tout ça, ça prouve qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'art, de l'artisanat. Donc, votre chaise, oui, il faudra qu'elle soit confortable, durable, etc. Mais enfin, vous allez quand même aimer qu'elle soit belle aussi. Donc, n'oublions pas cette dimension de l'art, de l'artistique, de la beauté. J'étais très étonnée, en 2024, on a réédité les conférences de William Morris sur art, richesse et bien-être. Et bon, finalement, on est là. On est dans un contexte exactement semblable de la révolution industrielle. Il y a plein de TGV qui nous arrivent comme ça, là, qui sont tous en parallèle en plus. Donc, il faut les gérer en même temps. Mais l'humain, l'humain, il ne change pas, quoi, quelque part. Les 6 dimensions de l'humain, elles sont toujours là. Donc, on a prouvé ça. Enfin, des gens comme moi, depuis 40 ans, on essaie de se poser la question, pourquoi les designers sont là et qu'est-ce qu'ils apportent quelque part comme valeur. La valeur de différence au niveau de la forme, au niveau aussi de la forme des processus de conception,
C'est-à-dire que vous mettez un designer, moi il y a même des dirigeants d'entreprise qui m'ont dit ah ben finalement j'ai embauché un designer, ah moi je suis toute contente, etc. Tu as embauché un designer, très bien, qu'est-ce que tu as donné comme stratégie? Elle m'a dit rien, mais je t'ai écouté et je pense qu'ils vont m'aider à éviter les conflits de tous les jours entre mes ingénieurs et les marketeurs. C'est-à-dire que bon, il y aura un designer au milieu, moi ça me fera des vacances, et puis finalement on ira peut-être plus loin parce qu'il y aura de la coordination. Ce qu'on a prouvé, c'est que quand les designers sont là, généralement les organisations sont plus tournées vers le client. Ils sont plus tournés vers l'humain, et l'humain ça peut être le collaborateur, ça peut être votre financier, ça peut être aussi effectivement votre client. Donc je prends mes lunettes parce que je suis aussi une vieille dame et je ne veux pas oublier 2-3 trucs. Au niveau du timing, tu m'arrêtes hein, parce qu'on m'a compris, là, je peux y aller. Donc la science du design, elle, c'est la supplémentarité par rapport aux autres fonctions. Et nous revendiquons l'autonomie de la fonction. Après tout, pourquoi tous les autres sont autonomes et pas nous hein? Parce que d'une manière générale, le designer va être attaché au marketing, à la R&D, au GRH, au système d'information, etc. Et donc, vous m'avez bien compris, il ne peut rien faire, ou il va faire sous-optimiser, puisqu'il va, quelque part, il va être au service d'une fonction. En étant au service d'une fonction, on n'a pas compris ce que c'est qu'une chaise. Hein? Parce que je répète, une chaise, c'est 3 dimensions. Hein? C'est l'art, c'est la personne qui va être assise dessus, mais c'est aussi, vous allez utiliser quoi? Il est recyclé, le doré là, que nous voyons là, etc. Donc, il y aura de toute façon de la technologie, de l'humain et de l'art. Donc, dans une organisation, comme vous avez séparé les 3, l'art, on le cherche quand même un peu, mais on a séparé. Il y a un petit peu le marketing qui s'en occupe parce que c'est important, la perception hein, de l'objet quand même en marketing, donc on a compris ça. Supplémentarité par rapport aux autres fonctions, mais ne veut pas dire hiérarchie. Parce que finalement, ce que les designers apportent, c'est cette logique d'écoute, cette logique d'empathie, d'esprit critique, et finalement, pour que ces compétences, toutes les compétences des designers, à la fois des compétences d'attitude, des compétences de recherche, des compétences de gestion de projet et des compétences que je dirais artisanales de craft, si vous voulez avoir ces 4 compétences ensemble, eh bien vous êtes obligé de leur donner un endroit à eux pour qu'ils développent justement ces compétences, qu'ils aient la possibilité aussi de les développer, c'est-à-dire de se former aussi. La force des sciences du design, c'est qu'elle est toujours située. Votre chaise, elle est où, votre chaise? Ça, c'est la théorie de la forme, la Gestalt, etc. On ne peut pas dissocier dans la science du design la chaise de l'endroit où vous mettez la chaise. Essayez chez vous, changez de place, vous verrez bien que la perception de votre chaise sera complètement différente. Donc pour ça, eh bien, tout simplement, au bout de 40 ans, moi j'ai toujours travaillé avec le Design Management Institute, hein, parce qu'en France, quand j'ai soutenu ma thèse, il n'y avait personne, mais nous avons maintenant des Chief Design Officers, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions autonomes dédiées au design dans les organisations. Et cette personne va être porteur d'un leadership créatif, qu'on appelle nous un leadership d'influence, qui est un leadership avec les autres et pas sur les autres, et qui est un leadership alors à la Marie-Kay Follett pour ceux qui veulent des références en sciences de gestion. Et donc on a un métier de designer qui est un métier de lien entre tous les autres métiers. Et c'est aussi un métier qui est prospectif, qui apporte une dimension critique sur la position de l'entreprise par rapport à son environnement et finalement cette logique de pot pour savoir si l'entreprise sera toujours en phase avec
les compétences qu'elle a à l'intérieur et les compétences qui sont nécessaires à l'extérieur pour arriver à survivre tout simplement face aux évolutions du monde. Ça fait beaucoup de responsabilités pour les designers, effectivement. Je vais terminer là-dessus. Moi, j'appelle ça Designomics, parce que j'en ai marre qu'on parle de design, parce que derrière, vous voyez que la chaise, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une chaise. Donc voilà, donc prenons d'autres mots peut-être. Peut-être que Designomics, ça dirait qu'il existe une industrie, qu'il y a des acteurs du monde du design, qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des écoles, qu'il y a des masters, qu'il y a des formations, et surtout qu'il y a un accord de corrélation entre les théories des sciences du design et les théories des sciences des organisations. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Ma position de chercheur, elle est là. Moi, le discours sur le design, je les adore, mes designers, mais le discours, ça va bien. Donc je suis bien sûr très ému, vous avez compris, j'ai l'impression d'un passage de relais de génération. Nous parlons de science du design. Et là, on est au bon endroit pour parler de ça. Il s'agit de science. Merci beaucoup, Brigitte. Et alors, très bonne transition. Les discours, c'est intéressant, mais ça suffit. Concrètement, quelles actions on met en œuvre pour concilier tout ça? Alors, Kitri, je sais que chez Orange, vous avez pas mal de projets. Alors, il n'y a pas que des designers, justement. Donc, comment vous faites pour concilier tous ces enjeux dans les initiatives que vous avez? Oui, non, c'est sûr que c'est pas simple. Dans les organisations comme les nôtres, on a effectivement ce triptyque assez connu du product owner, business owner et de la technique. La place du design se cherche encore, malgré le fait qu'on ait des directions design dans quasi toutes nos entités ou nos business units. Le fait est que nous, on a lancé donc à la direction innovation la fabrique durable, donc qui est un organe qui a pour but d'accélérer la transformation durable, donc la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans la conception des produits, et notamment aussi dans le business model. Et c'est vrai que dans la formation des équipes, on intègre systématiquement des designers, notamment pour la phase de recherche UX, qui est pour nous essentielle. Je dis souvent, sur une heure, il faut passer plutôt 55 minutes à se poser la bonne question et 5 minutes à chercher la solution, plutôt que l'inverse. Or, dans nos entreprises, on fait plutôt l'inverse. Donc, je suis assez persuadée aussi que le designer a un rôle clé. Sur la partie design, donc on va les intégrer très en amont pour la recherche de problématiques, et ensuite on va les intégrer dans le processus de la fabrique, surtout sur la partie business model, où on va utiliser des nouvelles méthodes, notamment en Sustainable Business Model, où on va penser la valeur de manière durable, on va penser l'écosystème et on va penser l'impact. Donc l'impact aussi bien économique, environnemental que sociétal. Et donc toutes ces questions-là se posent avec des outils qui ne sont pas forcément des outils qui sont autoporteurs, et le rôle du designer qui vient de challenger aussi le product owner ou le business owner du marketing est clé. Tout simplement parce que ce produit, il doit être pensé utile, il doit être pensé pour durer, il doit être éco-conçu, et avec cette notion évidemment de juste besoin qu'on a du mal encore à jauger dans les entreprises comme les nôtres. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Merci beaucoup, Kitri. Me permet de faire une petite parenthèse justement de ce projet sur les business models durables et comment on va repenser les méthodes. Dans le projet de recherche action qu'on mène ensemble, on a recruté une designer de service qui nous a rejoint, Jeanne, ici présente. Et donc, vous voyez, Jeanne, en tant que designer, vient nous aider à justement questionner la façon dont on fait de la stratégie durable dans des projets de conception, dans des projets tech, comment re-questionner dès les phases amont toutes nos vieilles habitudes et routines. Et donc voilà, c'est un bel exemple où le designer prend des nouvelles places, se met en quelque part inattendues, mais bon voilà, il vend. Josserand, au niveau des différents projets, vous en avez plein chez Octo. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience particuliers? Comment les designers au quotidien ils s'adaptent à tous ces enjeux, ils trouvent leurs outils, leurs méthodes, leurs trucs et astuces? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme on l'a évoqué, il y a déjà la formation et l'expertise qui est importante à maintenir, à développer.
Donc chez Octo, on a un modèle d'organisation en tribus, donc c'est des tribus d'expertise. Donc en design, je crois qu'il y a 5 ou 6 tribus d'expertise design. Et chaque tribu vont continuer à développer de l'expertise. Alors sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, il y en a une sur le design responsable, une autre sur le design stratégique, une autre sur le contenu, parce qu'on s'est aussi rendu compte que le contenu était au service des enjeux sociaux notamment. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, moi, ce qui est, à mon avis, un élément important, c'est qu'il faut continuer et toujours être exigeant sur la méthodologie et sur la qualité des choses que nous produisons. Donc, ça a été évoqué, il y a cet équilibre à trouver entre le business, la tech, les enjeux pour les utilisateurs. Maintenant, il y a les enjeux environnementaux et sociaux qui sont également des choses sur lesquelles les designers sont confrontés. Donc maintenir un haut niveau d'expertise et être exigeant sur cette expertise, je pense, est déterminant. L'autre élément, c'est donc en mission. Alors, ça a été un petit peu évoqué. Ce qu'il faut voir, c'est que quand les designers interviennent, en tout cas pour nous, cabinets de conseil spécialisés dans le numérique, la solution, elle est déjà trouvée, elle est déjà identifiée. Vous allez faire cette application mobile, on va refaire le SIRH de je ne sais quoi. Donc la première chose que font les designers, c'est de déconstruire la solution pour revenir effectivement au problème. Qu'est-ce qu'on veut solutionner? Quel est le problème? Qu'est-ce qui est ressenti par les utilisateurs? Quelles difficultés ils rencontrent? Donc ça, c'est un élément qui est forcément, on perd un peu de temps, parce que si on arrivait un peu plus tôt, forcément, on pourrait prendre des décisions un peu plus éclairées et un peu plus sages. Ceci étant dit, il y a plein d'endroits où ça se passe bien, et notamment quand les organisations ont été très claires sur leur why, leur raison d'être, la raison pour laquelle elles font ce projet. Par exemple, en ce moment, j'interviens auprès de la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, donc un programme de start-up d'État qui fête ses 10 ans, et ils ont une démarche assez intéressante parce qu'ils ont mis au-dessus de tout l'impact de ce qui serait produit sur les usagers, sur les publics. Donc la première chose qui est regardée, la première question qui est posée, c'est en quoi ce produit ou ce service numérique va améliorer les conditions des publics auxquels il est destiné. Et en second lieu, ça va être en quoi il va améliorer le travail, les conditions de travail des agents qui sont amenés à utiliser ce produit. Et ensuite, on rentre dans les dimensions techniques, dans les dimensions de coûts et de choses comme ça. Donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on se dote d'indicateurs, d'éléments pour prendre des décisions tangibles, parce que c'est bien beau de se dire tout ça, mais si derrière on n'a pas quelque chose d'un peu factuel, de robuste, de tangible sur lequel s'appuyer, on ne dit pas grand-chose. Et là aussi, les designers peuvent aider, parce que le design, c'est aussi représenter, c'est rendre visible. Donc justement, en montrant les incohérences, soit d'indicateurs, soit par des prises de température, ce genre de choses, ça permet également de prendre des meilleures décisions. Et toujours en avançant, je l'ai évoqué tout à l'heure, le design, c'est aussi essayer, réessayer, prendre des retours, donc en prototypant des choses, en prenant les feedbacks, ça permet d'aligner. Et tout ça, en plus, ça a une vertu qui est assez extraordinaire, c'est que c'est souvent le travail que d'un, 2 ou 3 individus, ça dépend de la constitution de ces équipes, et ça permet de dérisquer, en tout cas d'investir de manière plus raisonnée, des investissements en tech qui peuvent être beaucoup plus importants, à la fois financièrement, mais également pour la planète. On a un peu parlé de l'IA ou ce genre de choses. Avant de partir dans des modèles d'IA très compliqués, peut-être qu'il y a des choses à faire qui peuvent être beaucoup plus pragmatiques, avec un résultat et un retour sur investissement hyper important. Et Josserand, je me disais tout à l'heure, nous évoquions le fait de l'importance de la formation aussi des designers. Est-ce que vous, dans les différents profils de designers que vous avez, est-ce qu'il y a des profils différents qui se distinguent avec des formations ou parfois hybrides que vous pouvez observer? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que chez Octo, il y a une 50aine de designers. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je suis attaché à des profils, j'aime bien les profils un peu atypiques, des personnes qui ont eu des parcours avec des accidents, qui sont venus sur le design sur le tard, ou qui ont essayé une formation, puis ensuite qui ont fait une autre formation. Donc, tout ça pour dire qu'il
il n'y a pas une voie royale dans l'équipe. Il y a à la fois des gens comme moi qui sont issus d'écoles de design, des vieux comme moi qui sont issus d'écoles de design, des plus jeunes, d'autres qui ont fait des écoles de journalisme et finalement se rebasculaient sur du design. D'autres, alors ça a émergé un peu plus récemment, qui ont des formations qui sont assez intéressantes, qui ont hybridé une formation soit d'ingénieur et après avec des partenariats entre écoles qui sont allés sur une école du design, soit d'école de commerce et pareil. Et en fait, tout ça pour dire, ce qui est assez intéressant, et Brigitte l'a évoqué, il y a de la notion de curiosité dans notre discipline. Et du coup, d'être ouvert et de conserver cette curiosité, presque cette candeur, je trouve que c'est important dans nos formations. Et c'est probablement pour ça que je suis convaincu que les designers ont un rôle extrêmement important dans les enjeux auxquels nous sommes confrontés maintenant et demain. Ben, peut-être que c'est notre capacité à prendre ce recul, à regarder les choses avec empathie et avec candeur. Merci beaucoup. Ça fait un lien avec Karl, parce que là on parle des designers et donc de tout ce rôle potentiel qu'ils peuvent avoir. Hein. Mais est-ce qu'ils sont vraiment outillés et formés pour tout ça? Parce que si je fais le parallèle, moi avec plus, donc je suis chercheur en sciences de gestion, parfois je viens dans des écoles de design faire un cours de management ou de management du design. Ils sont en Master 2, en dernière année, et je découvre que c'est la première fois qu'on leur parle de management, alors que si on se souvient des paroles de l'ancien PDG d'IBM, good design is good business, parfois je me dis, que font les écoles de design et dans leur programme? Donc là, c'est pareil, pour adresser les enjeux éthiques, comment on les forme, comment on les sensibilise à tout ça aujourd'hui? Alors déjà, avant de parler de comment est-ce qu'on les forme, il y a la question de est-ce que les designers sont vraiment les bonnes personnes pour faire ça? Et par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de la table ronde, on constate quand même que c'est une discipline qui émerge et se structure au moins depuis une trentaine d'années, ce que disaient Brigitte et Josserand notamment, et qui échoue tout de même à avoir une place qui est significativement reconnue dans les organisations. Le nombre de Head of Design ou de VP Design est encore assez restreint dans les organisations. Et donc, on peut légitimement se poser la question de, finalement, est-ce que c'est la place des designers que de s'intéresser, d'être précisément ces représentants de la RSE, ces représentants des utilisateurs, comme tu le disais. Des fois, c'est questionnable, je pense. Notamment parce que dans un certain nombre d'industries, en fait, les utilisateurs, les usagers, c'est pas forcément des bonnes personnes. On a toujours un peu l'impression de dire dans le monde du design, il faut représenter les usagers parce que les usagers, c'est nous, et nous, on est forcément bien. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'un des exemples les plus connus de ce point de vue-là, connu en tout cas, qui vous parlera le plus de ce point de vue-là, c'est Apple. Apple est une des entreprises qui a le plus intégré la dimension design depuis maintenant des décennies. Johnny Ive, le célèbre Head of Design de Apple, a profondément inculqué une culture design dans l'entreprise et ça se ressent à travers tous leurs produits. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'intégrer la demande des utilisateurs dans les productions d'Apple, c'est quelque chose qui est bon pour la planète et pour la société? En fait, c'est une question qu'on peut quand même assez légitimement poser. Mais c'est hyper intéressant parce que quand même, toute cette démarche centrée utilisateur est quelque chose de central dans les écoles de design, mais qui du coup aussi s'est largement diffusé dans les écoles d'ingénieurs et de management, qu'elles ont voulu intégrer le design thinking, les méthodologies de design centré humain. Du coup, ça voudrait dire que là, on va essayer de détricoter un peu tout ce qu'on a fait les 10-20 dernières années. Alors détricoter, je ne sais pas. En tout cas, élargir, c'est une nécessité. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde du design qui parlent de la nécessité d'aller vers une approche systémique du design. Je pense que c'est effectivement ce vers quoi il faut aller. Un exemple, si on reste sur la veine des smartphones, qui illustre comment on peut passer justement d'une démarche un peu classique focalisé sur les usagers avec toutes ces externalités négatives à quelque chose peut-être d'un peu plus prometteur, c'est l'exemple de Fairphone. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissaient Fairphone, qui peut-être avaient un Fairphone. Fairphone, ce qui est hyper intéressant, à mon sens, c'est que à l'origine, alors oui, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas Fairphone, Fairphone, c'est une marque de téléphone qui se veut éthique.
sous toutes ses facettes, donc c'est-à-dire qu'il travaille à la fois sur le sourcing des matériaux, donc comment est-ce qu'on trouve des minerais rares qui ne vont pas alimenter des conflits comme ceux que je vous décrivais en RDC, comment est-ce qu'on produit des smartphones dans des conditions sociales décentes pour les ouvriers qui produisent ces objets, comment est-ce qu'on a des logiciels qui vont avoir un support de mise à jour qui va durer pendant extrêmement longtemps, et puis enfin comment est-ce qu'on recycle ces téléphones de manière à ce que les ressources qui sont à l'intérieur ne soient pas perdues ad vitam aeternam. Donc c'est un peu le pari que s'est donné Fairphone, et leur objectif c'est pas de dominer l'industrie, c'est pas de prendre justement la place d'Apple. Leur objectif c'est de pousser l'industrie de la tech à aller vers ces réflexions sur justement ces enjeux éthiques. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des designers qui ont fondé Fairphone. Et je me rappelle d'une conversation avec la Head of IT de Fairphone, Agnès Crépet, dont le job consiste concrètement à s'assurer que le pont logiciel entre Android d'un côté et les puces Qualcomm de l'autre fonctionne toujours, sinon vous vous retrouvez avec des smartphones qui sont obsolètes au bout de 6 mois, puisqu'on ne peut plus faire des mises à jour de sécurité dessus, et que Google et Qualcomm se renvoient la balle de qui est-ce qui devrait faire la mise à jour de son propre système. Donc finalement, Fairphone finit par faire eux-mêmes la mise à jour. Bref, je discutais avec Agnès un jour qui me disait... En fait, des ingénieurs n'auraient jamais créé Fairphone parce que face au défi de reconstruire en intégralité l'industrie de la production d'un smartphone, ils se seraient dit c'est juste pas possible, c'est un défi qui est beaucoup trop important. Et donc finalement, Fairphone, visiblement, en tout cas selon le point de vue de ses salariés, existe parce que c'est des designers qui se sont saisis de ce défi-là au départ et qui se sont dit peut-être de manière assez utopique à la base, faisons-le, et finalement ça fonctionne. Et donc moi, ma question, pour en revenir à la question de la formation, c'est en fait comment est-ce qu'on pousse de nouveaux étudiants en design à fonder de nouveaux Fairphone ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que demain, il y ait des nouveaux smartphones, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux systèmes d'exploitation qui naissent chez des designers, qui naissent si possible en France, parce que tout ça, c'est aussi des enjeux de souveraineté numérique qui sont essentiels. Et ça, en fait, c'est une question qui est extraordinairement compliquée à résoudre. Josserand parlait de la question de l'hybridation des compétences qui, à mon avis, est un des sujets majeurs, une des réponses majeures à cette question-là. Comment, effectivement, on donne des compétences qui sont à la fois techniques, marketing, à des designers et pour qu'il n'y ait pas qu'une approche de la conception. Mais donc tout ça, c'est effectivement un challenge qui est extraordinairement important, qu'on mesure bien, à mon avis, notamment sous l'appréhension technique des designers. Il se trouve que j'ai fait un papier de recherche il y a quelques années avec des collègues, pour essayer de percevoir quel était le regard des designers sur la conception des algorithmes et des IA. On sait notamment qu'il y a un certain nombre de designers qui sont engagés dans ces sujets-là, qu'en fait il y a des designers qui designent donc des algorithmes, et en fait c'est pas du tout idiot comme concept, puisque designer c'est donc concevoir, et donc concevoir les règles algorithmiques, en soi c'est un vrai métier. Et donc designer des algorithmes, en fait c'est quelque chose qui apparaît aux designers de façon globale comme quelque chose d'extraordinairement éloigné de ce que sont leurs compétences. Et donc il y a une sorte de refus de la technologie, une sorte peut-être de peur de la technologie même, de peur de se saisir de ces questions tech, et donc le fait qu'ils les délaissent souvent à des profils plus techniques, des développeurs, des ingénieurs, etc. Et donc ça, il y a un véritable enjeu pour les formations en design à ramener la question de la technique au centre de leur formation et à s'assurer que les designers soient formés à ces enjeux techniques, pas forcément pour le faire eux-mêmes, mais à minima pour être capables de dialoguer, de discuter avec les personnes qui vont être concernées. Et peut-être pour finir, il y a un autre enjeu aussi qui me semble être extraordinairement important, alors qui n'est pas forcément lié cette fois-ci à la question de la formation sur ces questions de responsabilité sociale et environnementale, mais qui est peut-être plutôt lié ici à la question de la norme, sur les normes du numérique. Donc, vous connaissez évidemment toutes et tous le RGPD, vous avez fort probablement entendu parler ces derniers mois du DSA, du DMA. Toutes ces normes, en fait, de plus en plus, elles intègrent la dimension design. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement important,
important. Et c'est aussi un virage qu'il ne faudra pas louper pour celles et ceux, enfin pour les entreprises qui ont intégré cette dimension design. Déjà, le RGPD, on ne peut pas dire que le virage RGPD était pris facilement par les organisations. La question de la normalisation et de la réglementation des fonctions design, elle arrive. Ça fait partie, par exemple, du mandat de la Commission européenne actuelle. Il y a un texte de loi qui s'appelle le Digital Fairness Act, qui est en travaux à la Commission européenne, qui doit probablement, normalement, voir le jour d'ici 2026. Le principe même de ce texte de loi, ça va être d'encadrer, par exemple, la pratique des dark patterns. Donc, les dark patterns, c'est les interfaces numériques qu'on va trouver sur les applications qui ont pour vocation à modifier le comportement des utilisateurs, des consommateurs notamment, sans qu'ils le perçoivent, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est une pratique qui est d'ores et déjà interdite par le DSA, mais uniquement pour les grandes plateformes du numérique qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels européens, donc en fait uniquement les grands GAFAM. La question du DFA, c'est comment est-ce qu'on extend ça à l'ensemble des services numériques et comment est-ce qu'on s'assure que lorsque vous utilisez une application au quotidien, un site de e-commerce ou n'importe quelle application, eh bien en fait vous n'ayez pas d'interfaces qui vont orienter votre comportement dans le sens qui est attendu par le service et pas tellement dans celui que vous voudriez, sur lequel vous voudriez aller naturellement si vous aviez le choix. Donc cette question de la régulation du design, elle est non seulement importante, la tech dans le design, elle est non seulement importante, mais en plus elle se fait de plus en plus avec les designers, et ça aussi c'est un point qui est essentiel à mon sens, le fait que des designers participent aux discussions de régulation à l'échelle européenne, à l'échelle nationale de ces sujets-là, c'est un point fondamental. Un exemple très concret, et je m'arrêterai là, le RGESN, que vous connaissez peut-être, qui est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui est aujourd'hui le cadre de référence pour éco-concevoir des services numériques en France, qui est porté par l'ARCEP. Le RGESN, il est copiloté notamment par des designers, et ça c'est extrêmement important pour s'assurer que justement les pratiques de conception soient tout autant prises en compte que les pratiques de réalisation technique derrière. Merci beaucoup, Karl. Quand Karl parle de formation, Brigitte, une formation, ça s'appuie sur un corpus de connaissances. Alors en design, les sciences du design, depuis 40 ans, vous l'avez évoqué, ont fait leur bout de chemin. Je pense qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Mais en tant que chercheur en design, on en est l'exemple. Nous sommes docteurs en sciences de gestion. Parce que le design, voilà, on étudie le design dans de nombreuses disciplines, c'est multidisciplinaire. Comment ça se passe aujourd'hui, le lien entre sciences du design, sciences de gestion? Est-ce qu'il y a une place pour les deux? Comment elles cohabitent? Et puis quelles sont les perspectives un petit peu qui nous attendent dans la recherche en design? Merci. Alors, je vais continuer sur ce que vient de dire Karl comme exemple. La place de l'humain, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, qui porte la voix de l'usager, qui porte la voix de l'humain. Moi, je suis une vieille dame. Je travaille beaucoup sur la conception de la société à partir du vieillissement, qui est un des enjeux. On a parlé de plein de choses, mais il y a aussi celui-là. Et donc, qui va porter cette voix? Ce que nous avons prouvé, c'est que dans les projets d'innovation, effectivement, les designers sont là pour porter la voix. Et à la limite, la voix des invisibles, la voix des inaudibles, la voix des handicapés, la parole de ceux qui ne prennent pas la parole. Donc ça, et ça rejoint un peu le débat, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'éthique, etc., dans la société. Et on voit qu'il y a quelque part toujours, vous avez vu quelque part, vous avez entendu, le TOC est revenu, la place que l'on donne à la personne dans la société. Alors là, je ne sais pas si Hervé est arrivé. Non, il n'est pas là. Okay. Bon, alors je prends dans la main maintenant, parce que j'ai un outil qui est absolument formidable, c'est que maintenant, mon modèle intellectuel, tout ce que j'ai fait, etc., il y a un designer qui en a fait un objet, figurez-vous. Et depuis que Hervé Collignon, qui est co-auteur de mon dernier ouvrage, a fait un objet, je me sens mieux. Donc je vous encourage à faire un des objets et à les porter dans la main. Parce que ça s'appelle une organisation. C'est formidable. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est Hervé qui a eu l'idée au bout de 40 ans. C'est pas moi. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle la manière de regarder le monde différente. Et ça s'appelle être designer, d'avoir cette manière-là. Et moi, cette compétence-là, je ne l'avais pas. Je peux aider, je peux prouver, je peux trouver des modèles intellectuels, je peux quelque part... Mais voilà, mais cette idée de se réveiller un matin en disant « ton modèle est compliqué, mais j'ai compris, on va en faire un cube. » Et quand on aura un cube, on va comprendre. Et vous allez voir, vous allez comprendre.
le cube, l'axe vertical de votre stratégie, la vision, la concrétisation de votre stratégie. Vous voyez l'axe vertical? Et puis, je fais tourner, et puis il y a la mise en œuvre de votre stratégie et toutes les fonctions de l'organisation qui, quelque part, tournent autour de l'axe central, avec au milieu un petit bonhomme, l'humain, et le partage de tous. Vous avez ça, c'est formidable, parce que vous en faites un jeu. Vous le lancez, vous avez 3 faces. Qu'est-ce qui se passe? Vous le mettez dans votre main, vous avez un environnement. Vous situez votre organisation. Vous situez aussi l'endroit où vous faites rentrer le design. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on rentre quand même plutôt par le marketing. Hein? Donc cette prise de conscience, cet accompagnement qui est notre responsabilité à tous en sciences du design sur la place à donner aux sciences du design, elle est vraiment essentielle. Merci Hervé pour rendre concret, parce que qu'est-ce qu'on a là? On a un cube qui représente les phases d'une organisation et 40 ans de recherche de gens comme moi qui vous ont prouvé que le design, il faisait du bien partout. Ah oui, il fait du bien partout. À chaque face? Oui, mais qui fait le cube? Parce que vos faces, comme ça, là, ça ne fait pas le cube. Donc, vous avez compris le métier du lien? Un métier qui s'additionne, en fait, aux autres métiers. Concrètement, les sciences du design, où est-ce qu'elles en sont à l'heure actuelle? Ça va bien. Hein? Le cadeau de mes 80 ans, c'est le fichier des thèses design. Je n'ai pas demandé d'autres cadeaux, mais ça, je le veux. Parce qu'on va avoir 300 thèses, on aura une plateforme, vous irez sur la plateforme des thèses.fr, vous aurez un onglet design, et comme on est une jeune science, on s'est adossé à d'autres sciences pendant 40 ans. Mais là, on va avoir l'IA, on va avoir une représentation des 300 thèses qui existent, et on va voir, je pense, un espace, on sera quelque part en sciences. Donc ça, c'est formidable. Autre enjeu, effectivement, on a développé des écoles doctorales, les designers maintenant sont dans des laboratoires de recherche, il y a des doubles diplômes partout, donc je crois que du côté des sciences du design, il y a eu quand même un effort d'aller ailleurs pour faire avancer les collaborations, effectivement, avec les ingénieurs, avec les marketeurs, avec les managers en général. On a aussi, pour un exemple qui est intéressant, c'est que les designers aussi ont fait un effort, parce que quand je leur parlais mathématiques, ils quittaient la pièce quand même. Hein. Donc, non, maintenant, grâce au digital d'ailleurs, comme c'était tellement facile de prouver que tel ou tel effort qu'on avait fait sur l'interface avait finalement un impact tout de suite sur l'expérience du client, sur la vente, etc. Donc, grâce au CX, à l'UX et à tous les designers du numérique, les designers, je dirais, classiques qui font du packaging et des chaises, se sont mis à aimer les KPI et à trouver que c'était pas si con, finalement, de se préoccuper de la mesure de la valeur de leur métier. Donc ça, c'est un effort aussi qui a été fait du côté des designers. Du côté des sciences de gestion, alors là, c'est un peu la cata, hein, c'est encore un peu le déni. On peut dire que ce qui se passe, c'est que on est encore, bien entendu, un peu dans le déni, parce que c'est difficile quand même, mais ça, Karl l'a très bien dit, vous mettez des designers, ils vous font un cube. Vous n'en venez pas, vous avez des organigrammes, là, avec des silos, des trucs et des machins. Donc on a vraiment quelque chose qui transforme la forme des sciences de gestion. Et donc on est dans le on est dans le dur. On est quelque part dans la on fait rentrer les sciences de la conception dans les sciences de gestion. Ça veut dire que l'on rajoute une théorie à la science de gestion. C'est pas grave. C'est juste un truc en plus.
les difficultés que nous avons et la perspective, si je peux encore, c'est que dans le monde du design, comme ce qui est fantastique dans les écoles de design, c'est que vous venez du faire. On est les héritiers des artisans. Donc on a une pédagogie par le projet, par la main, par le cœur, et puis on monte à la théorie. Donc c'est vraiment l'inverse de tout notre système éducatif, quoi, quelque part. Et donc ça veut dire que quand même, c'est difficile pour les designers de parler aux gens comme moi qui partent de la théorie et qui redescendent vers le faire. Et donc c'est difficile d'avoir dans les écoles de design le cercle vertueux que nous avons partout, qui est on part de la théorie, on est après dans les pratiques, dans les méthodes, dans les interfaces des sociétés de conseil, et puis après on a les praticiens, et puis après on a, vous voyez, donc cette logique du haut vers le bas, pour le monde du design, c'est plus compliqué. Donc le cercle vertueux, voilà, se met pas facilement en place du côté des sciences du design. Mais je voudrais terminer par une petite chose qui me paraît vraiment très importante, c'est qu'en fait, on a donné à tout le monde maintenant, avec le numérique, des outils pour être designer soi-même. Parce qu'avant, on faisait un peu de design le samedi chez Ikea. Le design, c'était voilà, nos vêtements, notre espace, ma déco. Et là, tout d'un coup, avec l'outil du numérique, on peut concevoir sa mobilité, et si on n'y arrive pas, on le demande, nous, en tant qu'êtres humains, en disant, mais c'est pas croyable, ils n'ont pas prévu mon truc, quoi. Hein. Et donc, en fait, ce qui se passe de la représentation des designers dans les projets, qui est une représentation de la personne en entier, son cerveau, son cœur, sa main, tout d'un coup, on y est. C'est-à-dire que, oui, pourquoi le système ne s'adapte pas à moi quand même, hein? Et donc, on est tous designers, on est tous concepteurs, et le rôle, finalement, des designers, qui est cette logique de l'esprit critique, de notre consommation, de nos manières de faire, d'accompagnement dans nos changements de manière de faire, là, on commence à le voir vraiment. Vraiment. Et dans le magnifique table ronde tout à l'heure sur l'eau, chaque personne qui parlait, un designer pouvait l'accompagner dans la transformation des représentations de l'eau, dans la transformation des représentations aussi de la gouvernance du territoire, etc. On voit bien l'objet, là, qu'il faut concevoir. Et donc, on arrive à quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, c'est que comment allons-nous construire, non pas un impact, nous, designers. Bien entendu, maintenant, on a un prix qui s'appelle, le nouveau prix du design, c'est France Design Impact Award. Et pour avoir ce prix cette année, qui est un nouveau prix, il faut prouver qu'on a un impact sur l'environnement, sur le social et sur l'économique. OK ? Mais d'un autre côté, nous sommes tous un petit peu designers de notre vie. On va avoir vraiment un objectif qui est comment on va construire le collectif, la fameuse chaise sur laquelle on veut s'asseoir. Et là, j'ai pas la solution, mais je voudrais quand même poser la question de pourquoi il n'y a pas la queue devant toutes les entreprises pour embaucher des designers. Là, franchement, je suis reparti au combat. Je dis, c'est pas possible, là. Il se passe quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ? Parce que je pense que, et comme je suis d'abord un professeur d'université, je le prouve, les compétences des designers sont les compétences dont nous manquons dans les organisations. Que ce soit au niveau de l'esprit critique, que ce soit au niveau de l'écoute, que ce soit au niveau de l'empathie, que ce soit au niveau de la gestion de projets collaboratifs, etc. Donc il y a deux manières de faire, où on change tous les collaborateurs dans tout ça, on les forme aux soft skills, aux compétences transversales, etc., où on se dit on va mettre des designers dans les équipes. J'étais un peu longue, pardonnez-moi.
Aucun problème. Merci beaucoup Brigitte, c'était très éclairant. J'en profite pour vous remercier tous, Karl Kittry et Josserand. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de prendre de questions dans l'assistance, parce que nous avons un petit peu dépassé. Mais n'hésitez pas, tout à l'heure à la pause ou au cocktail, on sera ravis. J'espère que ce sujet vous aura éclairé sur les différents enjeux de cette table ronde, enfin, qui n'était pas très ronde d'ailleurs, plutôt rectiligne. Mais bon. Et puis j'espère que surtout que ça aura suscité des questionnements dont on pourra débattre après. Je vous remercie à tous et merci à vous quatre.